plein de choses, aussi des livrets. Enfin, on est assez étendu, c'est vrai qu'on fait surtout l'impression, on fait pas de création, on peut faire des petits montages rapidos. Et puis voilà quoi. T'as une carte avec toi? On va voir ça. Tu bosses même le samedi Allez, on matin. va prendre l'antenne. Ouais, c'est pour ça que je bosse même le samedi matin, sauf là où j'ai fait long. Là, il bosse Ah oui. toujours un petit peu finalement. C'est vrai. Ouais, On est toujours un peu au boulot. bah, ça, ne serait-ce que pour savoir, pour avoir un ordre d'idée des prix, pour ce genre de choses. Carrément, ouais. Ouais, ils peuvent te faire des Très bien. devis. Bah oui, On fait plein de devis. super. Putain, pour une fois que j'ai une carte. Muteki Koso. Bonjour à tous. Bonjour, bonjour. Bienvenue à tous pour un nouveau Muteki, une heure de son japonais. Et avec nous en studio, eh ben, on a le retour de Pascal Bagot. Salut Pascal. Salut à tous, bonjour. On est parti pour discuter ensemble de ce livre qui est sorti il y a 2 ans. Et comme un couillon, forcément, j'ai forcément mis mon portefeuille dessus. Donc en parlant, eh ben, je suis obligé de dégager plein de trucs et donc je ne peux pas vous le montrer voilà, en temps et en heure. Voilà, The Tattoo Writer, sorti il y a 2 ans. On t'avait reçu justement en 2022. Et la première édition était déjà épuisée Sold à ce out, moment-là. ouais. Ouais, était déjà sold out. Et en ce moment, en plus, tu as une expo qui est à Art Tribal sur les pentes de la Croix-Rousse. Expo qui dure jusqu'à quand? Jusqu'au 4 mai. Jusqu'au 4 mai Le samedi prochain. 4 mai, ouais. Avec justement tout l'univers autour du livre évidemment et aussi du tatouage et surtout du personnage qui est le point central du livre, qui est Akimitsu Takagi, romancier de polar. De l'après-guerre, il a quoi écrit entre les années 50 et 80? Tu avais l'air de me dire qu'à partir des années 80, ça sentait se dégrader. Tout à fait. Voilà, c'est aux alentours de... Il a vraiment fait toute l'ère Showa, quoi, finalement. Ouais, c'est ça. Et puis il laisse derrière lui une œuvre relativement conséquente, puisque c'est ce qu'on voit dans l'exposition et ce qu'on a fait imprimer. Donc c'est sur un très grand format, donc qui recouvre tout un mur, au centre duquel se trouve l'autoportrait de Takagi. Il y a tout autour de lui les 81 couvertures des livres de poche qui sont parus tout au long de sa carrière au Japon. Romancier prolifique en plus de ça, 80 couvertures, 80 bouquins, donc 80 romans policiers. Tout à fait. Incroyable. À côté de ça, il avait écrit, on apprend dans The Tattoo Writer justement, qu'il a aussi écrit pour des magazines de tatouage également. Il a participé aussi à la Japan Tattoo Institute au tout début des années 80. Donc il a pas fait simplement que des photos de tatouage, et c'est le point central du livre, mais il a aussi justement aidé à porter justement à transmettre justement ce savoir qui se transmet de manière underground encore aujourd'hui, d'une certaine façon. Ouais, tout à fait. Je pense que c'est vraiment un personnage très étonnant et assez expansif, on va dire, sur le thème du tatouage. Il va participer, je pense, aussi à la diffusion un peu de la connaissance du tatouage en dehors du Japon, parce que lui parle anglais, comme il a fait une très grande université japonaise, c'est un japonais qui peut échanger avec des étrangers, et donc j'ai quelques témoignages, quelques exemples de récits racontant un Australien qui va au Japon, qui cherche à photographier des tatoués, et donc par l'intermédiaire de Takagi il va y arriver. Donc Takagi joue ce rôle d'entremetteur un peu. Et puis effectivement il participe également à l'aventure du Japan Tattoo Institute, donc qui est l'histoire d'un éditeur japonais qui va se concentrer à partir des années 80 à la diffusion de la connaissance du tatouage au Japon vers l'étranger par la publication d'œuvres monographiques sur des grands maîtres du tatouage. Et donc là, voilà, lui va participer à cet élan, donner son nom, la crédibilité de son nom, puisque Takagi à cette époque-là est déjà un écrivain bien installé, célèbre, et donc il va faire profiter de la popularité de son nom à ce projet de diffusion du tatouage. Et ça va donner des livres en plus qui vont bien se vendre, toute une collection de livres de photos, livres d'images, autour de ces tatouages japonais qui sont clairement des estampes dans le dos en quelque sorte. Ouais, c'est vraiment ça, la culture du tatouage, ce qu'on peut dire traditionnel, c'est un glissement de l'estampe japonaise qui explose en tant qu'expression artistique au 19e siècle, à l'époque d'Edo, dans la ville d'Edo, donc l'ancienne Tokyo, et l'estampe glisse sur la peau des
des habitants d'Edo qui qui aiment tellement ces estampes, et à raison d'ailleurs, puisqu'elles sont produites par des artistes d'immenses talents, Kuniyoshi, Utagawa, Kunichika, voilà, et toutes ces écoles fabuleuses. Et donc les habitants d'Edo vont à un moment avoir envie de se faire tatouer ces estampes. Et donc là, l'émergence du tatouage traditionnel va commencer à se faire. On en parlera justement de la suite de cette histoire parce qu'elle est incroyable, l'histoire du tatouage au Japon. C'est une histoire de résilience absolument incroyable et on ne vous dit que ça déjà pour commencer. Mais juste pour raccrocher sur l'expo que tu as en ce moment à Art Tribal, donc ici dans le premier arrondissement sur les pentes de la Croix, juste à côté de Radio Canu, juste au-dessus. Voilà. À vol d'oiseau, c'est pas loin, mais vous montez. Voilà. Ouais, Montez. juste à côté. Une petite montée. Il y a toute Dénivelé. Exactement. Il Légère. y a toute une scénographie avec notamment la lumière rouge. On est vraiment sur... C'est presque une scène de crime, sans crime évidemment, mais on est dans un univers de polar très clairement, avec donc la lumière rouge qui va avec. Les photos, en noir et blanc bien entendu, prises par Akimitsu Takagi, donc des photos perso pour son plaisir personnel et aussi pour, j'imagine aussi se renseigner encore et toujours sur l'art du tatouage parce que c'est le point central de beaucoup de ces enquêtes, de beaucoup de ces cours. Mais du coup, est-ce que tu peux nous en donner un petit aperçu pour ceux qui ne connaissent pas encore cette expo? Oui, bien sûr. Eh ben, cette expo, donc elle a lieu dans un studio de tatouage qui s'appelle Art Tribal, qui est un des piliers du tatouage à Lyon, donc a été créé par le tatoueur Mathias Bugot, Mathias fait du tatouage d'inspiration japonaise, asiatique, mais également tribal, pacifique, etc. Donc il est assez fort pour mélanger et conjuguer des choses qui sont assez différentes. Et donc dans ce studio qui est très grand, il y a une pièce qu'on a aménagée spécialement donc, pour cette exposition. Et donc comme je disais, sur laquelle on a imprimé et collé les 81 couvertures de Takagi, et plongé également dans une ambiance rouge, puisque cette exposition elle a été réfléchie pour le festival Quai du Polar. Donc le festival Quai du Polar à Lyon, qui s'est déroulé il n'y a pas très longtemps, et Quai du Polar, en novembre dernier, avait fait un appel à projet pour proposer à des personnes qui souhaiteraient faire partie de la programmation de Quai du Polar, de soumettre des projets. Et moi, c'est ce que j'ai fait, et comme le photographe étant un des plus grands auteurs de romans policiers japonais, c'était tout à fait cohérent de le faire. Et donc Quai du Polar a accepté qu'on participe à cette édition, et donc volontairement, en dehors des photographies, des tirages argentiques qui sont montrés, j'ai mis l'accent sur le thème du polar, l'ambiance rouge, underground, le sang, etc. Et également donc l'auteur de romans policiers et ses 81 couvertures. Et de l'expo qui dure jusqu'à quand? C'est une expo qui dure jusqu'au 4 mai. Et vous pouvez la visiter aux horaires d'ouverture du shop, donc de 12h à 19h. 12h à 19h. Pardon. 2h à midi, c'est court. d'un jour au lendemain, c'est ça, hein, C'est 24 ça. heures, ouais. Mais on est samedi matin, hein. Tu sais, tout le monde est pareil. Hein. Oui, je sais. C'est vrai. C'est le samedi matin, c'est normal, il n'y a pas de souci. On a commencé cette émission avec... Alors, on ne l'avait pas fait la première fois en 2022 quand on t'avait reçu, on n'avait pas mis de chansons qui sont super clichés sur le tatouage ou avec le nom tatou dedans. Bon, là, on l'a fait. La reprise. Il y a des super morceaux. Exactement, la reprise par Kiyoharu, donc rocker japonais très 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 influent de la fin des années 80, c'est un des piliers de la première vague de Visual Kei, donc fin des années 80, début des années 90, avec un groupe qui s'appelait Kuroyume à l'époque. Ensuite il est parti en solo, il continue toujours à pousser la chansonnette, et il avait repris un grand standard des années 80 de Akina Nakamori. Donc on a c'est presque un peu la Belle et la Bête, on a le rocker Visual Kei qui reprend la petite idol des années 80. La petite idol déjà un petit peu avec un univers un peu plus mature, un petit peu plus sombre que les idols de l'époque. La chanson évidemment s'appelle Tattoo, et qui déjà du côté de l'idol était assez sulfureux, en tout cas dans la gestuelle et dans l'accompagnement sonore. Et puis là-bas forcément il y a Kiyoharu qui a monté les potards à 11 avec des grosses guitares derrière. Super. Mais l'univers de la chanson, lui, est respecté. Et bien
justement, transition années 80. Qu'est-ce que t'en penses, Ah. Jean? Jean avec nous, avec sa contribution. Ma contribution, Années 80, alors si je comprends bien, alors. c'est ça, années 70-80 même. On 70. commence Ah ouais. à être avec Masayoshi Takanaka, Ah ouais. guitariste, compositeur, producteur, Pilier de la city pop. au pilier, sens- influenceur de la city pop, exactement. Aussi très, comment on appelle ça, comme on parlait de l'auteur juste avant, qui a fait, qui était, comment on appelle ça, qui a fait beaucoup de musique à un moment donné, hein. Il sortait un album par an à tout casser pendant une trentaine d'années. Bon, des histoires comme ça, j'ai regardé un petit peu parce que je l'ai redécouvert en 2010, Ok. vers la fin des années 2010, quand il y a eu toute la city pop qui est revenue, Quand il y a eu la vague, effectivement, ouais, tout à fait. avec notamment, Ah, excusez-moi, voilà, on est en c'était le direct. chenil hein, dans la gorge. Une compilation sur laquelle, qui s'appelle All of Me, où il saute en parachute et qui en fait a explosé Sur de YouTube. notre côté du monde. Surtout pour la pochette. Alors, je pense qu'il y a pas mal de monde qui a dû cliquer dessus pour la pochette. C'est ça, et en fait moi je t'ai envoyé tout simplement la musique qui me l'a fait découvrir, qui est Speed of Love, Ok. qui est en fait donc Masayoshi Takanaka, qui a beaucoup d'influence du Brésil, il a même un album qui s'appelle Seychelles, pour donner un ordre ok. d'idée, donc Influence très créole, paradisiaque, voilà Ouais. exactement, et très sympathique, un guitariste et bassiste. Allez, c'est parti, Speed of Love pour enchaîner sur cette playlist de Mouteki 04 78 39 18 15 pour nous appeler. Mouteki-radio.leo tu me manques .fr. .fr. Eh oui. Voilà, et sur Twitch en live en ce moment. Normalement, c'est Léo qui le dit. Sur les interwebs, de tout, partout, Voilà. sur les Ouais. réseaux. Le réseau, le saint réseau. Et si vous êtes motivé le samedi matin de 9h à 10h. RadioCanu.org aussi, hein, le stream également, tout à fait. C'est parti, Speed of Love, Masayoshi Takanaka sur Mouteki. Désolée. Et après, on écoute Tatou alors. C'est ça. C'est fait, on avait commencé avec ça en fait. Ouais, c'est Ah, la première. d'accord. c'est la J'avais première. pas désannonce parce que je t'avais directement présenté, mais j'avais pas désannoncé la première. Ah, ok. Ah, Voilà. Ouais, mince. tu Ah, bah, réécoutes faudra que tu l'émission. m'envoies. Bah oui, voilà, c'est ça. Ouais. Faudra Est-ce que que tu m'envoies les tu liens disais aussi. Ouais, carrément. Ce que je disais, hein, trentaine d'albums entre 70 et 90. Alors, on peut faire un mur avec ses pochettes. Et C'est pour ça que j'ai. J'ai une petite question parce Ouais. qu'il a parlé de lumière rouge Tu et mets- des photos en noir et blanc Damien, Oui. pour tu qui mets du juste voilà. Speed of Love ou Mais t'enchaînes ça sur pouvait autre chose? pas être aussi, tu sais, les développements de photos. Ah oui, non, c'est ça, si j'avais le temps d'écrire. Ouais, c'est un peu cette idée, ouais. Ouais, parce que j'y ai pensé, j'ai encore un appareil photo argentique Ah oui. et c'est vrai que je me vois avec tu vois dans des films où t'as les chambres noires avec les bains et tout, et quand il m'a Carrément. parlé de lumière rouge, ça m'a fait penser à ça. C'est vrai, tout à fait, c'est vrai, il y a ça aussi. Et ce que j'ai oublié de préciser, ce que je vais repréciser, c'est que c'est une expo à découvrir à la lumière torche. Donc il faut utiliser la Son torche de téléphone. son téléphone, exactement. Parce que sinon tout reste rouge, donc en fait on voit pas véritablement Ouais. les couleurs et puis même les nuances de gris, des beaux tirages et tout ça. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on conseille aux gens d'allumer la lumière torche. Ouais. Et là vraiment tu fais une enquête un peu dans cette pièce pour découvrir la réalité Ah, c'est des cool. images. J'étais trop fatiguée, je suis pas venue. Ouais, bah. Damien il m'a dit j'y vais, j'ai dit. Je suis pas sûre d'encaisser la. Ouais, on a passé un bon moment quand même. On a passé Ouais, il un était très super bon content. temps, c'était cool. Ouais, Il ouais. était super content Ah quand ouais, il est ouais. revenu. Ah bah, Du coup, super. je suis un peu dégoûtée de pas y avoir été. Ouais, c'est vrai. Ouais, Mais je suis pas c'est sûre bien. que. Bah, il me reste jusqu'au 4 mai pour y aller. Tout à fait. Oui. Ouais, ouais. Je vais refaire des visites d'ailleurs, si t'as envie. Je peux venir au jeu. Ouais, bah ouais. Avec des gens qui ont raté le vernissage, qui pensaient que c'était le lendemain. Ah mince, Ouais. D'autres qui étaient pas là. d'autres étaient aussi. Ouais. Et des trucs, Ça moi j'ai arrive. les dons pour rater les trucs comme ça. Soit je suis malade, soit je suis trop fatiguée pour y aller, soit je me suis vautrée. Ah ouais, Mais Ok. ouais. ça arrive. Qu'est-ce que tu t'es vautré en. En trottinette, Ah, ok, mince. j'ai fait un vol plané. Ouah, la vache. Non, je suis pas si grosse que ça. Non, bah ça va, je me suis brûlée ici un petit peu. Enfin, un petit peu, je me suis bien brûlée. Je me suis fracturé le nez. Ah, ok, ouais. Bah, le nez, ça se voit pas en tout cas. Bah non, j'ai de la chance. Ouais. J'évite l'opération. Ok, waouh. Une sur les deux. Et c'est quoi C'est. Comment ça s'est passé Bah, on sait pas, ma trottinette a. Mais comme si j'avais freiné d'un coup. Comme si elle avait bloqué. Net. Ah Elle a ouais. bloqué. Je Ah, l'ai waouh. senti en fait. Je l'ai senti s'arrêter net. Et, Ah ouais. et tu sais, toi tu continues parce que Ouais. forcément, t'as la vitesse. Ouais, Et j'ai force, juste ouais. eu le réflexe de tourner un peu pour pas prendre de face. ok. Et puis après, sonner. Et puis je me dis, bon, allez, c'est bon, ça va. J'ai juste fait une chute, tout va bien et tout. Des gens qui arrivent pour m'aider à me relever. Vous voulez qu'on
qu'on appelle les pompiers. Dans ma tête, je me disais non et tout. Je les vois changer de couleur, je dis peut-être appeler les pompiers quand même. Ah ouais. Puis j'avais une bosse. En 2 minutes, là, j'avais Ouais. un macaron ici, en mode Notre-Dame de Paris, quoi. Mode gargouille, tu veux dire? C'est ça. Je suis passée par toutes les couleurs. Ouais, putain, c'est les trottinettes, c'est dangereux, c'est sûr. Et ben, pas électrique, hein. Normal. Ah ouais? Donc, Ok. j'imagine Putain. même pas en électrique. Ah, t'imagines- Je ah me ouais. fais vraiment choc. Hein. Oh là là. Je préfère pas savoir. J'ai le chirurgien, parce que du coup, j'ai vu un chirurgien qui va me faire opérer. Ok. Et il m'a expliqué un petit peu les dégâts qui provoqués par des trottinettes électriques. Ouais. Et il a dit, quand c'est sorti il y a 7 ans, il m'a dit à peu près, on avait l'impression d'avoir des accidents de moto, Ah ouais. sans casque. Donc, il m'en a expliqué 2-3, j'ai dit, ah c'est bon, Ouais, ouais. on fait quoi pour mon nez? Oh On la fait vache. rien, parfait. Ah ouais, les C'est vrai que trottinettes. j'ai arrêté. Ouais. Mais, Tu t'es fait peur aussi? bah, moi j'habite, tu vois les subsistances? Ouais. J'habite juste au-dessus, au-dessus, Ouais. au-dessus du jardin des Chartreux. Ouais, ouais. Et en fait, un matin, en janvier l'année dernière, j'étais malade comme un chien, mais j'ai pris une trottinette, j'étais en retard au boulot en plus. Et en fait, dans la descente, une descente à la con à côté des Est, l'autre qui est à côté, bah, je me suis pété la gueule. Sauf que ce qui m'a sauvé, c'est que j'avais un bonnet, j'avais ma capuche, j'avais des gants. Donc j'ai eu mal à la cheville et au poignet, mais rien de pété, rien de foulé. Et en fait, c'est là où j'ai fait, bon, on va réduire un petit peu, j'en ai plus besoin en fait. Tu t'es pété la gueule parce que c'était un peu verglacé? Non, ou, non, non, c'est c'était- une perte de. Du contrôle. Ouais, il y a eu aussi l'inattention. À ce moment-là, j'ai eu peur d'avoir oublié mes clés. Bref, il y a eu un. D'ailleurs, Ouais, ça a été tout un ensemble d'éléments qui ont fait que, bah, inattention, pétage de gueule. Pas de bagnole qui arrive en face, Dieu merci. Ok. Et puis en fait, c'est à partir de ce moment-là où j'ai complètement réduit. Et puis en plus, j'en avais plus vraiment besoin parce qu'en fait, avant, je travaillais à Craponne. Donc pour aller de là-haut à Gorge-de-Loup, c'était toujours le bordel. Donc j'allais en trottinette. Et maintenant, pour aller à Guillotière. il a Ok. coûté quoi. Ouais, ouais. J'en ai réutilisé une, je crois que c'était l'été dernier à un moment donné, un soir à 3h du mat parce qu'on était trois à rentrer sur les pentes. Et Ah, il- Je me suis dit que ça Oui. irait bien avec. Voilà. Là, c'est de l'impro. Hein. si. City Hunter, Kabukicho, Quartier Rouge, Sales Affaires, etc. Ah, bien ça. Bon, il y a que moi qui ai dit bonjour au Twitch. Hein. Oui, Bonjour, salut Twitch. Manu Fun Lyon, parce que du coup, on a. Salut Twitch! Depuis tout à l'heure, en fait, je l'ai vu, hein, mais je suis désolé. Moi j'ai fait coucou J'y comme là parce pense. qu'on était à Deuxième pause l'antenne, donc j'ai musicale, fait c'était coucou. une petite musique de jeu de combat, genre Street 2, Street Ouais. ou quoi, qui On traîne. peut essayer de trouver ça, mais je vais passer sur une autre ambiance. Ah, mais pas sur une autre ambiance alors, y a pas de soucis. Parce que du coup, on va passer sur une ambiance plus. T'as le temps après pour aller prendre un café? Scène Ouais, de crime avec à plaisir, ouais. l'après-guerre. Ah oui, Du coteau. Du coteau. Ouais. Et du coteau avec orchestration, parce que c'est du coteau tout seul, c'est quand même un petit peu. C'est nul, ça fait un peu épuré. Faut que je te ramène, faut que je t'envoie pour une prochaine fois. Ouais. Merde. Kitano qui a fait Zatoichi. Bah, La- oui, La dernière musique. les Atoichi. La musique finale où. Je sais pas, vous avez tous vu Zatoichi, Ouais, Kitano? je suis un grand fan de Zatoichi, Ah, mais plutôt Shintaro Katsu. Quoi. Et le Kitano, ça fait très longtemps que je l'ai vu au cinéma, mais je l'ai jamais revu depuis en fait. Bah, toute Faudrait que je le la revoie. musique de fin où ils font le mélange entre koto, claquette, le bordel, Ah gros oui. bordel final. Ah oui, c'est ça se termine comme ça. Effectivement. Ouais, ce gros bordel Truc final. un peu inattendu, Voilà, chelou. Complètement inattendu Ouais, avec tout le monde théâtre, qui quoi. sourit, tout le monde qui est content. Déjà, le film en lui-même est un hommage aux autres Zatoichi qui avaient été faits Mm. avant. Ah bah oui. C'était des séries, quoi, Ouais, ouais. des séries de films. Quoi. Bah ouais, c'est pour ça. Mais ouais, et puis il y en a. J'adore Shintaro Katsu dans Zatoichi. Tu as vu le premier? Alors j'ai vu des images. Ah, faut que tu vois, c'est fabuleux. Attends, lequel tu parles? Le tout premier de Zatoichi. Tu ne devais pas être né. De 62 ou je sais Ouais, pas bah quoi. j'ai déjà vu des images. Ouais. Je crois que c'est mon père qui les a vues surtout. Mais je pourrais que je lui demande s'il les a Ah, vus, qu'il le traîne. premier, il S'il est les a en fabuleux. VHS, on a un lecteur. Non, il est pas en VHS, c'est que s'il les a, il les a de manière Matt. légale. Oui, il est déréalisé. Ouais, voilà, c'est qu'il a dû les récupérer. Il faudrait que je lui demande s'il les a ou s'il a peut-être trouvé une Légal, t'inquiète, frère. Il les a Légal, achetés- ouais, voilà. Ouais, il les gros. a achetés sur Emule. Ouais, Personne exactement. s'y connaît, hein, là. Personne se souvient d'Emule, je pense, Si, à si, part Moi vous, aussi. à part vous et moi. Ah, moi je peux pas déclarer parce que Adopi a jamais chopé mon père, mais je crois qu'il doit avoir 120. Je sais que t'es filmé. Hein. J'en ai rien à foutre. Il y a prescription. Il a eu quasiment une 120aine de CD gravés via Emule en téléchargement à l'époque. Ah oui. Entre tous les
musique, compiles. film. Musique, beaucoup de musique, toutes Ouais. les compiles, il s'était même refait lui-même des compiles en prenant des trucs, des best-of selon les personnes, que ce soit mon père, ma mère à l'époque ou moi. Non, vous savez qu'Emule ça a été un monde, hein, et puis je crois Ah pas ouais, Adopi. bah, les gens ils y avaient. Adopi c'est quoi? c'était Jusqu'à ce trop qu'on réalise, enfin moi jusqu'à ce que je réalise que finalement j'écoutais même plus ce que je téléchargeais donc j'ai arrêté. T'en Ah, parlais non, tellement en Oh, fait. fuck. Ah non, Tu par dis, contre, putain, on je écoute pensais pas à vraiment ça. des trucs, ouais. Ouais, bah, ça, après c'était une Oh, époque, si. j'étais très fast pour faire ça. Donc c'est Moi cool. j'avoue que je regardais tout ce que, Allez, on va tout ce que je reprendre. téléchargeais pas à l'époque parce que j'étais trop jeune pour ça, mais je faisais télécharger. Ah ouais, t'inquiète Oh, pas, c'est moi bon. je les écoutais les CD. Hein. Ouais. Ah oui. Bah moi Moi j'écoutais beaucoup de musique. je regardais plus les films que j'écoutais à la musique. Un peu aussi, mais c'était Lydie V que c'était chiant. Ouais. Les jeunes. Quoi, me dis pas de Yes. ça. Oui, c'est une association d'idées, effectivement. Années 80 d'un côté avec Jean, scène de crime, évidemment, de l'autre côté avec notre invité du jour, Pascal Bagot, bien entendu. Eh ben, forcément, on pense à City Hunter, le privé du quartier, parce que des quartiers, non, il y en a un seul, et c'est son fief. Il s'agit de Kabukicho, évidemment, en plein Tokyo, en plein Shinjuku. Justement, puisqu'on parle un petit peu d'underground, le tatouage au Japon, on rappelle qu'on reçoit Pascal Bagot pour le livre The Tattoo Writer qui est sorti il y a 2 ans, justement. On parlera dans un petit instant justement du parcours du livre et justement du succès qu'il a eu et du fait que tu l'as promu un peu par le monde, si j'ose dire, parce que tu es passé de convention aussi en convention, d'événement en événement. Mais en attendant, avant ces événements-là publics, eh ben, l'histoire du tatouage au Japon, c'est d'abord une histoire underground. C'est une histoire de résilience et on le sent dans le bouquin que tu nous contes une histoire en fait d'un art qui s'est perpétué malgré toutes les interdictions. C'est un peu ça finalement. Ouais, tout à fait. Le tatouage, l'origine du tatouage figuratif, comme on peut l'apprécier aujourd'hui, donc ce glissement des estampes sur la peau. On ne sait pas bien comment il se produit, puisqu'il y a une des théories, c'est vrai que le tatouage qui est utilisé au début de l'ère d'Edo par le gouvernement, les autorités pour punir les petits délits, donc c'est-à-dire que le tatouage servait à marquer vraiment les criminels. Ils étaient marqués par des formes géométriques qui variaient selon les régions de façon à ce qu'on puisse identifier Selon d'où les crimes la aussi, je provenance. suppose. Exactement, selon la gravité du crime. Donc une des théories voudrait que ce tatouage figuratif qui va s'inspirer de l'estampe soit une manière pour ces criminels de recouvrir et de masquer voilà, ces marques infamantes. Ou même parfois peut-être de les introduire dans un dessin plus large pour pas qu'ils se voient en fait. Voilà, de les camoufler. Ouais. Et voilà, donc ça c'est une des théories. Et puis il émerge au 19e siècle, les autorités, l'aristocratie déteste le tatouage et c'est quand même d'interdire et de contenir cette mode qui ne fait que se développer, de s'amplifier. Ouais. Et prend différents décrets mais sans efficacité et jusqu'à ce que L'ouverture du pays, peut-être. ouais, exactement, l'ouverture du pays à partir de 1854 crée un changement des mentalités et une volonté du gouvernement de se présenter de la plus belle manière possible aux nations occidentales qui apparaissent modernes de par leur avancée technologique et donc le gouvernement souhaite se débarrasser de certaines pratiques qu'elle considère alors barbares de façon à faire bonne figure devant les nations dites civilisées. Pardon. C'était ça. Non, mais Il c'était faut ça. aussi remettre aujourd'hui pour moi ce que j'en connais du tatouage aujourd'hui à notre époque, c'est pas du tout la même chose qu'à l'époque. Les gens qui sont tatoués sur les bras aujourd'hui, c'est un gros tatouage. Il faut savoir qu'au Japon à l'époque, tout le corps pouvait être tatoué en fait. Ouais. C'était des années de travail et du coup c'était vraiment impressionnant. Enfin, c'est impressionnant quand tu regardes les photos, quand tu regardes les images. Et c'est vrai que nous, moi j'ai un tatouage sur le bras, je me dis je suis tatouée, non, c'est pas un tatouage au Japon, ça, ils vont te dire tu l'as fait au stylo quoi. Ouais, les Japonais, ils ont eu ce génie de considérer que la peau était un canevas qui pouvait être entièrement tatoué, quoi, qui était tatouable, qui était véritablement un matériau C'était une autre toile, travaillé comme une toile, quoi. Donc à partir de là, ils ont imaginé des fresques qui pourraient recouvrir
entièrement le corps. Ils ont codifié ce tatouage également, donc qui permet également d'avoir une progression relativement harmonieuse au fil du temps selon la volonté d'aller plus loin dans le recouvrement intégral du corps, et tout en gardant une certaine tenue. Et puis adapté aussi à la partie du corps, parce que du coup ils vont pas faire une tête sur une cheville, ils vont le faire plus sur le torse parce qu'il y a plus de place. Ou sur le dos aussi. Ou sur le dos, et du coup faire peut-être une queue de dragon en bas au niveau de la jambe, enfin voilà, c'est adapté en fonction de la zone tatouée aussi. Alors il y a effectivement cette volonté de coller véritablement au corps, à la morphologie, de faire un travail sur mesure, Une seconde peau. et de manière à ce que le tatouage s'intègre de la manière la plus harmonieuse possible avec le corps et ses mouvements. Et ça, c'est vraiment une autre expression du génie japonais. Ouais. Mais il y a surtout un truc, moi, qui m'a marqué, et c'est dans les photos d'ailleurs justement qu'on voit un peu tout ça, c'est le fait que ça s'est développé malgré toutes les interdictions, là encore une fois, on l'a dit, donc ça veut dire que le savoir s'est transmis de maître à élève à chaque fois, et on le lit, on le voit, en fait on le lit parce que tu nous l'expliques, mais on le voit aussi dans les photos d'Akimitsu Takagi, c'est que les boutiques ne sont pas ouvertes sur la rue, ce sont les premiers étages, enfin l'étage au-dessus de la maison du maître, du tatoueur. Et puis, encore plus après la Seconde Guerre mondiale, c'est qu'en plus de ça, les tatoueurs, notamment ceux qui sont les plus avant-gardistes, en tout cas les plus jeunes qui veulent aussi coller aux nouvelles mœurs avec les nouveaux appareils, bricolent leurs appareils. Les premiers appareils électriques de tatouage, en fait, les gars, si je comprends bien, les ont bricolés. Ils les ont achetés à des Américains, puis ils les ont bricolés derrière. Ouais, c'est ça, c'est ce que raconte la famille Horigoro, que j'ai contacté du coup pendant les recherches sur le livre. Et un des tatoueurs de cette famille était un très bon ami de Takagi, donc il a beaucoup photographié cet ami. Et ce que dit cette famille, c'est qu'elle pourrait être la première dans l'histoire du tatouage au Japon à utiliser la machine à tatouer électrique. Donc c'est une machine qui a été inventée à New York, enfin brevetée à New York à la fin du 19e siècle, et donc qui est une modernisation de la technique à tatouer, contrairement à la technique traditionnelle, donc à la main, des Japonais, voilà, où on réalise tout, des lignes, les ombrages, le remplissage des couleurs, tout ça se fait à la main. Et par contre, la famille Origolo aurait eu possession d'un exemplaire de cette machine à tatouer électrique, et le père fondateur de cette famille de tatoueurs aurait bricolé ses propres machines à partir de cet exemple-là. Donc on imagine il aurait démonté, remonté, en tout cas il avait suffisamment de jugeote pour comprendre comment ça fonctionnait pour son usage, et en bon artisan aurait fait ses propres outils qu'il aurait ensuite transmis à ses fils. Quoi. Et qui aurait perpétué donc cette technique du tatouage malgré la prohibition, donc qui commence à la fin du 19e siècle et qui va s'arrêter en 1948. Mais pendant toute cette période de plus de 70 ans, les tatoueurs vont officier clandestinement, et donc comme tu disais, à l'étage chez eux, sans enseigne, et juste grâce aux bouche à oreille en fait. Et d'ailleurs aujourd'hui on a les deux techniques qui coexistent alors. Ouais, aujourd'hui on a deux techniques qui coexistent tout à fait. Il y a des grands maîtres qui ont choisi d'utiliser la machine pour ses qualités réelles, c'est-à-dire qui permet de faire des beaux tracés. Donc par exemple, il y a un maître qui s'appelle Horitoshi 1 qui lui fait tous ces tracés de ses compositions avec une machine. La machine permet d'être plus précis, d'être plus rapide, de faire vraiment de belles courbes. Et ensuite le remplissage par contre se fait à la main de manière traditionnelle, au tebori, ouais, comme on dit. Ce que tu me disais, Horitoshi 1, Horigoro 2, on se retrouve avec les premiers, deuxièmes du nom, et c'est la même nomenclature que pour les maîtres d'estampes. Ouais. C'est-à-dire que tu vas avoir en fait le maître et l'élève va pas forcément avoir le même nom de baptême, enfin nom de baptême ça n'a pas de sens au Japon, mais le même nom de naissance, le nom pour l'état civil au Japon, mais il va devenir le successeur, donc le machin, deuxième, troisième du nom, et donc il va lui-même changer de nom à la manière de ce que faisaient en fait les maîtres d'estampes. Par exemple, il y avait Utagawa par exemple, on avait aussi enfin bref, on a pas mal de maîtres comme ça qui ont changé de nom plusieurs fois au cours de leur carrière, parce que eux-mêmes devenant maîtres, changeaient eux-mêmes de pour l'attribuer à leur j'allais dire descendants, voilà. à leurs élèves. Merci, pardon. Voilà. Oui, l'idée c'est de créer des lignées. Okusai a changé plusieurs fois de nom. Ouais. Voilà. Et puis du coup, c'est
que c'était d'autant plus compliqué à l'époque d'avoir des clichés ou de pouvoir entrer dans ce monde que l'interdiction faisait que tu faisais très attention à qui tu faisais venir. Je suppose qu'il fallait être connaissance d'une personne qui s'était fait tatouer et qui indiquait que elle était ok pour parrainer en quelque sorte, pour assurer la continuité du truc en disant oui c'est quelqu'un de safe, il va pas te dénoncer, tu peux le tatouer, il n'y a pas de souci. Tout à fait. Je pense qu'il devait y avoir Une chaîne de communauté confiance qui s'est créée en fait. qui se crée comme ça, ouais. Et du Tout coup à fait. pour lui rentrer et pouvoir photographier, parce que là je sais pas si je peux me permettre de montrer une photo. Mais oui, bien sûr. Vous allez voir On est sur Twitch. vous allez voir sur Twitch effectivement un petit extrait de ce livre de Tattoo Writer avec avec donc du coup une plongée de la part d'un romancier. Mais les types qui se faisaient prendre en photo, si je comprends bien, ils savaient que c'était un romancier à succès, je veux dire, à ce moment-là. Oui, alors moi c'est comme ça que je le raconte, c'est donc cette prohibition du tatouage s'arrête en 1948, donc à partir de là, les tatoueurs et les tatoués non sont plus sujets à des arrestations, à des confiscations de matériel ou à destruction de matériel et amendes, ou séjour en prison même, puisque certains tatoueurs au début du XXe siècle vont passer quelques temps en prison parce qu'ils tatouent. Et Takagi, comme je le raconte, moi c'est pendant l'écriture de son premier roman, donc qui sort en 1948, dont l'histoire raconte les meurtres de personnes, c'est une enquête qui se déroule à Tokyo après 1945 et qui tourne autour des meurtres de personnes tatouées. Et donc ce livre, il l'écrit en 1947 comme je le raconte, c'est pendant l'écriture de ce livre qu'il va prendre contact en fait avec des professionnels et entrer en contact avec le milieu du tatouage de façon à glaner des informations, à donner de l'authenticité à son récit. Et ce lien, il va le conserver et progressivement l'entretenir et à partir d'un moment, comme il faisait déjà de la photo, il va le documenter. Je pense qu'il y a une prise de conscience aussi à un moment de sa part, dans le sens où il y a cette volonté de perpétuer une mémoire. Le tatouage étant par essence un art éphémère, il disparaît avec celui qui le porte. C'est poser la question comment transmettre le savoir-faire des anciens maîtres aux jeunes générations et notamment au regard des menaces que peuvent représenter par exemple la prohibition qui a empêché le développement, l'explosion peut-être d'un art encore plus puissant qu'il ne serait aujourd'hui, quoi. Et même justement, malgré la fin de la prohibition, le tatouage a quand même mauvaise réputation. Alors notamment grâce et à cause du cinéma, parce que ça va quand même permettre de le mettre sur le devant de la scène, mais il y a un prix à payer, c'est que c'est associé au Yakuza, notamment par les films de Yakuza à partir des années 50-60. Ouais, le cinéma devient après la Seconde Guerre mondiale véritablement un divertissement, un immense divertissement populaire. Il remplace d'une certaine manière le théâtre kabuki au XIXe siècle, qui avait un peu le même rôle, où les acteurs étaient des stars. Donc le cinéma devient cette énorme machine à produire des films, et il y a notamment beaucoup de films de genre qui sont produits, et un de ces genres c'est le film de Yakuza, et l'accent est beaucoup mis sur le Yakuza solitaire, mais aussi tatoué, de manière à bien reconnaître, et toute cette diffusion et cette propagation, et cette communication qui est faite autour des sorties des films produit énormément d'images qui vont également commencer à vraiment implanter cette idée que le tatoué est un Yakuza. Et bien justement, puisqu'on en parle, petite transition musicale, et puis après on renvrira parce qu'il est déjà loin. Donc, ambiance film noir d'après-guerre justement, avec une nouvelle trouvaille, et ça aussi on va pendant la musique on le passera devant la caméra pour ceux qui veulent voir ça sur Twitch également, suite de l'incroyable don d'une amie de ma mère. Voilà, on s'est retrouvé avec une cargaison de cassettes et de CD, et là c'est une cassette, je vais essayer de le lire à même la cassette. Et donc il s'agit de Kimiko Yamanouchi, donc un des grands noms du koto des années 70-80, et là on est plutôt sur une vibe nostalgique déjà à l'époque, donc une vibe plutôt années 60, début des années 60, avec une vibe de scène de crime, en tout cas de scène de dialogue dans un film noir. Et du coup je vais essayer de le lire directement à même la cassette, et puis si ça fonctionne pas, voilà, formidable, c'est parti. Donc Kimiko Yamanouchi, petit extrait donc du koto avec orchestration. On est ensemble sur Mouteki jusqu'à 10h avec Pascal Bagot.
peu bête, est-ce qu'il y a des gens qui ont déjà pensé à faire, à retracer l'histoire donc, de ce romancier qui entre dans le cercle des tatoueurs? Genre retracer comment il a réussi à avoir contact et tout, juste Raconter l'histoire de l'histoire. Ouais, l'histoire de l'histoire. Bah, c'est ça. Hein. Oui, ça vous intéresse, ça vous. Bah, moi, c'est Alors, moi, je trouve curieux. ça passionnant. Et surtout, en fait, Moi, je serais un curieuse. petit détail que tu liras toi aussi, je pense, sur le bouquin, c'est que c'est la manière dont il a été mis en contact pour la première fois avec le tatouage. L'histoire de la dame dans le Sento, Ouais. qui retrouve, malheureusement trop tard puisqu'elle est déjà décédée, Ouais. et 1 an plus tard, le type qui lui a donné justement le Contact. Alors c'est pas la femme du Sento qui retrouve, mais c'est la femme qui est photographiée Ah oui. et qui apparaît dans un Dans le magazine, magazine, et quand ouais. il cherche l'histoire de Ouais, son c'est ça. premier roman, il tombe sur ce magazine. C'est fou. Et Ouais. du coup, 1 an plus tard, le type qui lui file le contact, donc qui est un de ses amis, qui est tatoueur, décède à son tour. Je veux dire, c'est à 1 an près, il aurait jamais retrouvé la trace de cette dame sur le magazine. Ouais. Bah oui, c'est clair. Mais il a fait un travail Il y a eu- d'enquête. C'est Il avait ça. un profil d'enquêteur en même temps, Bah, c'est assez en même étonnant temps, quand ça. tu écris des romans, je Ah pense bah, que tu tu peux le as, poser dessus. la réflexion. Parce que du coup, pour arriver là où on en est arrivé, à faire des photographies C'est ce qui était de très personnes drôle. qui Ça ont parlait de accepté. Fini Parce aussi et qu'à compagnie. l'époque, voir les visages, je pense que c'était, même si Je me disais que je c'était plus connaissais ces techniquement interdit, c'était mal vu. Donc Tu connais? il Bah oui. expo- il Oui, mais est- Fil de l'eau. les gens qui Bah oui. étaient photographiés savaient que Toute potentiellement ils l'adaptation s'exposaient à dans- des remontrances Je de la part de vais être certains moins de là leurs et je vais proches ou reprendre certaines. Mais c'est ça. l'antenne un C'est ça. peu de manière Du coup- sauvage. Ah. Parce que je ne sais pas où on en est dans la Chanson. puisque c'est une cassette. Et contrairement au disque, je peux pas savoir où on en est. Donc, Ah, ne vous l'ancien. inquiétez pas, continuez à discuter. Ouais. Et moi je gère. D'accord, ça Mais je marche. ne suis plus Parce là. que du coup, ça serait vachement intéressant de savoir qui il a contacté, les personnes dans le milieu où il a contacté, et comment il en est arrivé à obtenir la confiance à force de temps, je suppose, et de respect de ce milieu, en divulguant pas le nom des clients, en divulguant pas peut-être là où il allait et tout, même si c'était plus autorisé. Je pense que les gens avaient l'habitude d'être suivis, ou d'avoir des remontrances, ou d'avoir peut-être même des descentes de flics pour vérifier, ou ce genre de choses. Donc finalement, ça devait rester quand même très secret. Et Carrément. pour faire confiance à un gars qui prenait des photos et qui conservait les photos, fallait quand même qu'ils aient placé une confiance certaine en lui pour lui autoriser. Ben ouais, mais je pense qu'après, comme dans son roman, il dit, il y a un moment très clairement, dans Irezumi, du coup, c'est donc le premier roman qu'il écrit, à un moment il prend la parole, au bout de 40 pages, il dit il faut arrêter de considérer le tatouage comme un art, comme des gribouillis, quoi. Aujourd'hui, il est temps de le considérer vraiment comme un art, quoi. Allez, Donc, on je reprend. pense- Tu vois, il y a ce truc-là, il s'engage également, il prend le flambeau de la cause un peu, Ouais. quoi. Voilà, tu voyais, on est toujours en train de discuter justement hors antenne, et juste avant on était dans une ambiance beaucoup plus comment dire, oui, scène d'exposition. Qu'en pensez-vous, inspecteur? Ouais. Il manquait Tiré- que la lumière rouge. Il en manquait, voilà, presque ça, effectivement, tiré de l'incroyable compilation Nihon no Kokoro Koto no Shirabe, et donc Kimiko Yamanouchi, donc un des grands noms du koto d'après-guerre au Japon. Puisqu'on parle d'après-guerre également, justement, on est en train de parler du livre The Tattoo Writer, avec une collection incroyable de clichés pris par le romancier Akimitsu Takagi, un des grands noms, là aussi, du roman noir et du polar de l'après-guerre, donc qui a écrit 80 livres incroyables entre donc les années 50, 48, Ouais, voilà, au sortir de la guerre. et quoi. donc les années 80, c'était en 1995. Et Pascal, justement, tu nous teases presque une comment dire ça, une enquête, puisque Akimitsu Takagi, alors je confondais plusieurs personnages hors antenne, mais se met à la recherche, se met à suivre la trace d'une dame qu'il a vue, en tout cas qu'il a regardée, qu'il a admirée dans une couverture de magazine, en fait, et il se met à la rechercher en disant voilà. Oui, cette découverte de cette photographie qui représente une femme en train de se faire tatouer quasiment l'intégralité du corps intervient en plus à un moment très particulier dans sa vie, puisque Takagi à l'origine est ingénieur, il a fait une des plus grandes universités japonaises, donc c'est un homme très éduqué, il a travaillé dans l'aéronautique pendant la Seconde Guerre mondiale. Après la fin de la guerre, il perd son emploi, il est au chômage, et il se cherche un avenir. Et en se cherchant un avenir, il va voir une voyante, et cette voyante lui lit les lignes de la main. Et en lui lisant les lignes de la main, elle lui prédit qu'il devrait écrire un livre, et s'il le
fait, il rencontrerait le succès. Et donc Takagi, lui, qui relance un peu les deux de son destin à cette période très troublée de l'après-guerre, se met en quête, embrasse cet oracle et se met en quête d'une histoire. Et comme j'ai retrouvé en faisant mes recherches, il semblerait qu'il était alors en train de se balader dans la rue et qu'il tombe sur le stand d'un libraire qui feuillette des magazines, et en feuilletant un magazine pour hommes, il tombe sur cette photographie qui représente une femme tatouée, qui va créer le déclic pour l'histoire qu'il va écrire et qui va devenir son premier livre. Puisque cette femme va lui rappeler l'origine de son intérêt pour le tatouage, c'est-à-dire un événement qui se passe durant son enfance, pendant lequel il va dans un bain public avec sa mère, et là il voit une femme tatouée, et il y a une émotion très puissante qui se produit en lui, qui va s'ancrer profondément et qui ressurgit à la vision de cette photographie dans le magazine. Et il va entretenir cette relation avec cette femme tatouée qui va donc être un peu le déclencheur de sa nouvelle vie, de ce changement radical dans sa vie et du succès qui va suivre. Il va se mettre à sa poursuite, il va essayer de la retrouver, et malheureusement il va constater à son grand regret qu'il la retrouve, mais il la retrouve sur sa tombe, donc qui est dans laquelle elle est depuis quelque temps à côté d'un temple bouddhiste. Enterré désormais, effectivement, Voilà. tout à fait. J'avoue que je serais très curieuse de savoir, parce que du coup on en parlait hors antenne, pour moi il a quand même fait un tour de force cet homme, il a réussi à rentrer dans un monde qui était interdit pendant très longtemps, qui était prohibé et passible de prison, qui a été très mal vu pendant des années. Il a réussi à entrer en contact, à être suffisamment en confiance avec les gens pour pouvoir prendre les clichés qu'on a aujourd'hui en fait. C'est un sacré tour de force parce que c'est un monde qui reste encore aujourd'hui assez underground, où il y a des conventions de tatouage, mais on trouve que des gens qui sont tatoués ou qui souhaitent se faire tatouer. Il n'y a pas des gens qui vont venir par curiosité de savoir ce que c'est que le tatouage. Et finalement, lui, il nous apporte une image du tatouage comme il a été il y a des années. Et il nous permet de parvenir à avoir des photos, des clichés, et de se rendre compte que la confiance qu'on lui a accordée était immense en fait, parce que il est rentré, il savait probablement qu'il était écrivain. Certains devaient avoir connaissance de certains de ses livres qui parlaient du tatouage, donc soit étaient fascinés parce que eux-mêmes tatoués, ils devaient être intéressés par les sujets, Ouais. et savoir que potentiellement il pouvait écrire dessus ou garder ses clichés pour alimenter ses romans, ça devait être une sacrée marque de confiance, surtout au Japon. Complètement, et cette confiance, elle se retrouve vraiment dans les photographies qu'il prend, puisqu'on voit bien qu'il ne vole pas ses images. Il est parmi les gens qu'il photographie, et que les gens le regardent avec un regard amical, souriant. Ils sont Tout sereins. le monde est souriant, tout le monde est serein, on est vraiment entre personnes de confiance, on est tous réunis par cet amour du tatouage, par cette même passion très underground. Et donc, oui, il y a clairement, il est au cœur de ces gens-là. C'est pas un visiteur, c'est vraiment quelqu'un qui partage avec eux cet amour du tatouage, et ce qui permet d'avoir cette proximité et de donner également ces visages qui sont loin des poses très intimidantes ou très masculines qu'on a l'habitude de voir avec des gens tatoués. Voilà. On n'est pas dans la représentation d'une masculinité ou d'une volonté d'intimidation. C'est très intime, au contraire, justement. Voilà, c'est pas du tout de l'intimidation, c'est de l'intimité. Tout à fait, ouais. Et il y a des hommes et il y a des femmes. Ouais. C'est une des grandes spécificités de cette archive, c'est que c'est l'attention donc, que Takagi va porter aux femmes tatouées, et donc montrer, dévoiler une partie de la clientèle des tatoueurs qu'on imaginait, mais sans avoir d'éléments réellement probants. Là, il y a une grande variété de femmes qui sont ainsi montrées, et donc ça montre bien que la clientèle des tatoueurs est également plus variée qu'on pouvait l'imaginer. Et cet intérêt que Takagi porte aux femmes tatouées, il vient donc, comme on l'expliquait un peu avant, du fait de sa fascination pour le tatouage qui viendrait de cette femme qu'il a vue enfant dans un bain public. Il y a une super histoire à raconter. Moi j'avoue que je serais très curieuse de deux choses, savoir comment il a réussi à avoir cette confiance au fil du temps, et comment toi t'en es arrivé, tu sais, en mode carnet de voyage, comment toi t'en es arrivé à remonter toute cette archive, à entrer en contact, tu nous avais dit, avec sa famille, et du coup récupérer les clichés. Et du coup c'est vrai que c'est un voyage en fait, pour toi comme pour lui. Lui c'était un voyage pour entrer dans le monde du tatouage et s'y faire reconnaître pour avoir la confiance des gens. Et toi c'était une recherche
recherche d'histoire, parce que du coup, n'étant plus de ce monde, c'est une partie d'histoire, et c'est une partie d'histoire qui t'a été transmise par ses enfants, en fait. Par sa Donc, fille, ouais. Par sa fille, donc c'est quelque chose de... Comment, à un moment donné, sa fille accepte, les Japonais sont... sont très pudiques. sont très Oui. pudiques, et t'es Ouais. un étranger, enfin voilà, Ouais. il y a tout un Et contexte l'image de la autour. famille, c'est quelque chose de très important, d'autant plus Voilà. pour celle d'un grand écrivain. Et donc du coup, comment elle arrivait à te faire toi aussi suffisamment confiance pour te confier les clichés de son père, qui était peut-être tout ce qui lui restait de son père en fait. Alors il y a beaucoup de choses qui restent de son père, parce que son père a été très prolifique, donc il a aussi toute une correspondance avec beaucoup d'auteurs de romans policiers japonais, et donc ça c'était véritablement le cœur de l'archivage sur lequel travaillait Akiko, donc c'est sa fille. Et après il faut brièvement, il faut juste savoir que Akiko a fait ses études aux États-Unis, Oui. et donc elle a déjà une ouverture d'esprit qui sans doute a beaucoup joué dans l'acceptation de mon arrivée dans cette histoire familiale. Ok. Voilà, de voir effectivement des gens qui ont d'autres mœurs, d'autres cultures et qui s'intéressent quand même à tout ce bailliage culturel justement. Une question con pour terminer. Takagi était-il tatoué lui-même? Ouais, il était tatoué, il avait alors pas un tatouage dans la proportion des images qu'il prend, mais il avait un petit tatouage, une fleur à l'intérieur du bras. Ok, d'accord. Et bien, pour enchaîner, et je pense qu'après on aura quelques news, et puis après malheureusement le temps nous file, et c'est bien dommage parce qu'on resterait bien discuter encore plus longtemps avec Ouais, c'est ça. Pascal. Tu fais quoi toute la C'est matinée? passionnant. Mais j'y suis là. Mais du coup, juste derrière, on aura Visage d'Amérique Ouais, latine. c'est ça. Pour terminer, le livre, tu continues encore à le présenter, à le vendre, tu vas de convention en convention. Est-ce qu'on peut avoir un ressenti sur justement ton tour du monde de promotion de ce livre? Ah bah c'était fabuleux. Moi depuis le début je reçois un écho extraordinaire de la part des amateurs de tatouage, de Japon, de photographie, et cet élan qui a commencé par une campagne de crowdfunding qui a permis donc l'impression du premier tirage, s'est poursuivi à la réimpression du livre donc l'année dernière. Et depuis, c'est un immense plaisir de voir les gens qui se sont appropriés l'histoire, qui ont des questions, et qui prennent un immense plaisir à regarder les photographies de Takagi. Et donc ça, c'est la plus grande des reconnaissances, quoi. C'est ces retours positifs du public sont fabuleux. Donc moi, je me régale. Voilà, je vais calmer un peu le jeu là parce que j'ai beaucoup voyagé. T'as j'ai beaucoup voyagé, donné. oui. Mais c'était fabuleux, ça m'a donné une énergie dingue, donc je vais me calmer un petit peu, mais par contre je vais revenir un peu plus tard. Merci. Merci beaucoup. Et donc tu bosses déjà sur peut-être d'autres choses sur la suite, toi tu continues aussi ton travail de journaliste, donc tu continues Ouais. à communiquer bien entendu, Ouais. à écrire des dossiers, des articles, etc. Mais je vais continuer à travailler sur, ce fond Takagi, ce fond photographique. Il y a d'autres images sur lesquelles je vais commencer à travailler là, et puis certainement à développer d'autres projets avec. Cool. Merci. Voilà. Du coup, on te recevra avec très grand plaisir. Eh ben, merci à vous. Merci pour cette invitation. Juste avant de se quitter, peut-être quelques news, puisqu'on a un événement au Japon, Jin. Ah bah en ce moment Pas c'est n'importe lequel. l'Evo Japan, c'est une grosse compétition de jeux de baston. L'Evo, compétition mythique américaine de jeux de combat, où on a vu notamment des Français devenir les champions du monde de Street Fighter Casser 4 Game. notamment, et autre chose comme ça. Et en ce moment c'est l'Evo Japan avec moult jeux, on a de tout, on a Street Fighter 6, Street Fighter 2, on va avoir du Marvel Super Heroes, on va avoir du Hokuto no Ken Fighting, on va avoir du Breaker's Revenge, du Yatagarasu. Je crois que j'ai vu du Windjammers. Oula. On a aussi Windjammers 1 et 2 du Soul Calibur. C'est une sorte de jeu de baston aussi. d'une certaine façon. Oui, c'est un jeu de versus, hein, c'est Oui, du versus. Voilà. Plein de jeux de baston et autres. C'est tout le week-end. Si vous cherchez bien sur Twitch, tout doit être retransmis. Du moins, beaucoup d'entre eux sont retransmis, que ce soit Twitch, YouTube. Clairement, ouais. Donc du jeu de combat en masse. En masse, exactement en masse. Peut-être quelques Vite fait, vous en quelques avez événements pour la semaine prochaine alors. Vous en avez un peu partout du coup parce qu'avec le premier férié, voilà, ça se multiplie un petit peu. Donc on en a un salon manga à Noyelles-Godeau. Pitié, ne me demandez pas où c'est, mais a priori c'est dans le 62. On a un marché geek à Pontarlier. On a une convention Jonetsu à Oui, Bourg-la-Reine. Jonetsu qui est assez connu effectivement comme Voilà, convention. on en a aussi quelques-unes sur Nice. On a un Anime Fest à Béziers.
voilà, ça commence à... C'est le printemps, donc les festivals Les bourgeois. festivals fleurissent, exactement. Voilà. Exact. Et ben. Et je me permets juste, la semaine prochaine aussi, on a le HFS Summer Ah à oui, Vierzon. Vierzon. Voilà, il y a l'Evo Japan en ce moment, Tu y le seras week-end prochain, le HFS Summer. Oui, j'y serai Oui. pour jouer à des jeux de combat, mais pas que. Avec notamment, les jeux qu'on a cités, Windjammer Breakers, CVS2, Street Fighter 3. Mais peut-être pas Samurai Shodown. Non, pas du Samsho, il n'y aura pas de Samurai Shodown. Ah, c'est con parce que je voulais terminer avec ça. Ah, bah non, mais c'est très bien aussi bien, c'est du jeu de combat. Hein. On dit que tu vas le faire, c'est pas grave. Oui, je le doserai en stream, il n'y a pas de souci, je le doserai en stream. Allez, jeux de combat et Japon traditionnel Samurai Shodown 4 à retrouver aussi tiens, sur la web radio de Muteki, puisque de 21h à 22h tous les jours, vous avez une dose journalière, hein, vous l'aurez compris, de jeux, de musique, de jeux, mais de toutes les époques, que ce soit des BGM, de chiptune ou des jeux un petit peu plus récents. Et ben c'est parti. Donc on est parti sur le thème de Hao Maru et on se quittera avec ça. Merci beaucoup Pascal. Merci à vous. Et Merci on se retrouve. Muteki. Et ben on se retrouve aussi à ton prochain événement, Ouais. ton prochain Et puis jusqu'au oui. 4 mai, Et jusqu'au chez 4 Artribal. Artribal sur les pentes de la Croix-Rousse. L'expo donc de Pascal Bagot. À la semaine prochaine. À la semaine À prochaine. dans 2 semaines. À dans 2 semaines pour toi. Portez-vous bien, vive le son Salut. japonais, Jamatane. Salut. Ça, c'est la musique de Samurai Shodown? Ouais. Ah ouais. Musique de Samsho, ça. C'est cool ça. Et Street Fighter 3, c'est bien? Street Fighter 3 Ouais. C'est cool. Ah ouais? En termes de. Ah bah, après, les jeux de combat un peu courts. Non, mais de toute façon, il va prendre le café avec nous. t'inquiète. Ouais, voilà, Street Fighter 3.3. Moi, un niveau visuellement, T'as rien de prévu ce matin là parce que ça va durer longtemps. Ça hein. va, j'ai un peu de temps, ouais. j'ai des courses à faire, mais ça peut attendre 6 minutes. Ouais, j'ai dû écourter, je suis désolé, mais j'aurais tellement voulu Bah que tu oui. parles des conventions. Parce que je t'ai vu en photo, il y avait un mec qui avait l'air super looté, qui avait l'air d'être une espèce de grand ancien du tatouage. Et ouais, le mec il avait une classe folle, on aurait dit un rocker. Quoi. Au Ah ouais, revoir ouais. Twitch. Tu veux dire il était Dans en les kimono conventions où et t'es tout allé, il était pas en kimono, il était habillé comme un. Un japonais ou en... Je pense pas que ce soit alors je suis pas sûr que ce soit un japonais. Ouais. Mais juste il avait vraiment, il avait une classe folle quoi. Ah ouais, ouais. Alors, il serait japonais, ce serait un parrain Ouais. d'un clan de cousins de n'importe quel quartier de Tokyo quoi. Là, il y a des... C'est le show un peu, hein, de toute façon, les conventions. Donc, Et oui. si t'aimes te mettre en scène, si t'as le goût du costume et t'as le tout, goût du c'est spectacle, parfait. voilà, c'est ça, C'est quoi. exactement ça, ouais. Ouais, je trouve ça très marrant. Ouais. Damien, j'ai les clés. T'as les clés? Ah oui, bah faut qu'on. Après toi. Bah là on n'aura pas à fermer puisqu'il y a. Ah oui, bah oui, bien sûr, je te les rends, qui est on fait ça. venu donc. Bon, bah c'est bon, vous avez dit au Normalement revoir, on est monsieur. tranquille. Je peux couper. Oui, j'ai dit au revoir Twitch. Au revoir. Au revoir, à la Au revoir, semaine Twitch. prochaine. Allez,